Très bien, mesdames et messieurs, il est temps de vous révéler un petit secret. Toute l'industrie du sexe, de la pornographie à la prostitution légale, c'est tellement évident et clair, si vous faites attention, que c'est une grande opération de chantage. Et en parlant d'opération de chantage, Megyn Kelly est en train de commettre un crime en plein jour. Elle commence simplement à poser des questions sur Israël. Nous savons tous où cela mène. C'est plutôt excitant. Aussi, pour finir, vous n'allez pas me croire, mais le journaliste qui a fait une interview complaisante de Macron hier, il s'avère que lui aussi a été accusé d'être un déviant sexuel. Il approchait de jeunes hommes sur les réseaux sociaux, leur proposait du mentorat et des posts, et couchait avec certains d'entre eux. Oui, apparemment, il est tout simplement trop difficile de demander au président de la France, Emmanuel Macron, de travailler avec des personnes qui ne sont pas entachées par des allégations d'inconduite sexuelle. Bienvenue de nouveau sur Candace. D'accord, alors voici ma promesse envers vous. Un jour dans le futur, si vous acceptez de m'élire dictateur des États-Unis, parce que je ne me présente pas à la présidence, je me présenterai comme dictateur. Je ne vais pas traiter avec le Congrès. Ils sont tous victimes de chantage. Je me présenterai comme dictateur. Mais si vous acceptez de m'élire dictateur, nous allons faire toutes sortes de choses. Et l'une de ces choses, c'est que nous allons utiliser notre puissance militaire pour foncer en France, entrer dans Paris, peut-être au palais de l'Élysée, et sauver le président Macron, qui, à mon avis, est peut-être victime du syndrome de Stockholm en ce moment. C'est juste fou de regarder cette histoire. Encore une fois, il ne vieillit pas bien. Mais je n'arrivais pas à y croire. Vous n'allez pas me croire, je dis toujours ça. Quand je commence un épisode en disant « vous n'allez pas me croire », c'est parce que vous allez probablement me croire. Surtout si ça concerne la France. Mais j'ai été choquée hier, je dois le dire, quand des gens ont commencé à nous envoyer des emails pour nous informer que le journaliste de l'interview dans Paris Match, vous vous souvenez de Darius Rochepine, c'était le journaliste qu'Emmanuel avait choisi pour lui accorder une interview à propos de ce procès intenté contre moi. Eh bien, Darius Rochepine a été accusé par de jeunes hommes en Suisse de déviance sexuelle. Et l'histoire est incroyable. D'accord, donc tout d'abord, pour vous rappeler, voici l'article de Paris Match d'hier. Président Macron, je veux faire respecter la vérité. Il dit « Oh, d'accord ». Et cet article est maintenant mis en avant, je suppose par son équipe de communication, parce qu'ils essaient de jouer à ce jeu de relations publiques, le transmettre aux médias du monde entier. Aujourd'hui, l'information est publiée dans le London Times. Il cite cela à Macron. « Pourquoi j'ai dû poursuivre les États-Unis en justice ?» L'influenceuse Candace Owens. Genre « Oh, c'est son moment de bravoure ». Il est assis et se confie à Darius Rochepine. Puis, soudainement, mon équipe et moi avons reçu hier une avalanche d'emails de personnes en Europe nous informant que Darius Rochepine avait fait l'objet d'une enquête menée par 3 journalistes en Suisse et avait été très crédiblement accusé d'inconduite sexuelle. Alors, nous nous sommes dit, d'accord, regardons cette histoire de plus près. Peut-être qu'il a juste été emporté par la vague MeToo, vous savez, parce que je suis contre MeToo. Mais non, ce n'est pas ça, les gars. Et l'histoire est folle. C'est de la pure folie. Honnêtement, parfois, j'ai l'impression d'inventer tout ça, mais je ne l'invente pas, d'accord? Prêt? Alors, tout d'abord, juste pour que vous sachiez, voici le titre dans Le Temps. Vous pouvez voir, il est écrit « RTS, Darius Rochepine et la loi du silence ». C'est le titre. Ça ne vient pas de Candace Owens. Cela existe depuis 2020. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Il a bien porté plainte contre le groupe de médias pour diffamation, mais il a ensuite, de façon assez mystérieuse, abandonné sa plainte et le groupe de médias a redoublé d'efforts dans ses reportages. Nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, à l'époque, Darius Rochepine vivait en Suisse et il était le présentateur vedette de la radio-télévision suisse. Ok, comme si c'était leur Andy Cooper. Il était leur journaliste vedette, mais ce qui s'est passé soudainement en 2020, c'est que de jeunes hommes se sont manifestés et que des journalistes ont commencé à enquêter sur l'affaire, affirmant qu'ils avaient été ciblés par un personnage féminin en ligne que Darius Rochepine prétendait être. Ils ont allégué que Darius avait créé de faux comptes, se faisant passer pour de jeunes femmes et les approchant. Il avait ses faux noms de comptes féminins. Il était Laetitia. Et il était aussi Léa. Mais apparemment, il était plus actif sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour une jeune femme nommée Laetitia. Je dois préciser que ces allégations remontent à environ 2012. C'est à ce moment-là qu'ils disent que cela s'est produit.
Donc, à cette époque, Darius était un homme de 46 ans qui se faisait passer pour une jeune étudiante à l'Université de Genève afin d'attirer des adolescents. Pour répondre, d'accord? Et ce n'est que le début, car ça va devenir encore plus étrange, je vous le promets. En tant que fausse étudiante, Laetitia, il aimait s'humilier lui-même, d'accord? Donc Laetitia, qui est en réalité Darius, se faisant passer pour une étudiante, glissait dans les messages privés de jeunes hommes comme ce garçon Samuel, qui a témoigné pour cette histoire, et dès qu'il commençait à discuter avec eux, il se mettait immédiatement à les dénigrer. Darius Rochepine. Il se dénigre lui-même, le présentateur, mais il fait semblant. Je n'invente rien. Il prétend être une étudiante, mais il se dénigre lui-même, Darius Rochepine. Samuel, l'adolescent qui s'est manifesté, a déclaré qu'il n'avait que 16 ans lorsqu'il a été pris pour cible sous le nom de Laetitia. Il a dit qu'il avait 17 ans, mais il n'en avait que 16, sur le point d'avoir 17 ans. Il a dit à Laetitia « J'ai 17 ans ». Et il dit que Laetitia lui a immédiatement répondu au sujet du petit pénis de Darius Rochepine. Donc Darius Rochepine fait semblant d'être Laetitia et il commence simplement à parler du petit pénis de Darius Rochepine. Samuel dit qu'il a essayé de savoir ce que Samuel pensait de Darius. Il lui a demandé son âge. Samuel a alors dit « J'ai 17 ans ». Bien sûr, il arrondissait son âge à la hausse. Et puis, le lendemain du début de cette conversation avec Laetitia, soudainement, l'adolescent Samuel reçoit une invitation Facebook du vrai Darius Rochepine. Pour être clair, ils sont tous les deux le vrai Darius Rochepine, mais l'adolescent ne le sait pas. Il pense qu'il parle à une fille et qu'elle parle de Darius Rochepine, mais maintenant, le vrai Darius Rochepine, le présentateur de 46 ans, l'invite à devenir ami. Donc, ce gamin de 17 ans se dit « D'accord, c'est vraiment une coïncidence étrange. J'ai cette fille canon qui, je crois, s'intéresse peut-être à moi, qui parle de ce type, et maintenant ce type me contacte. » Et il dit alors que il le dit tout de suite au présentateur, parce que ce type est célèbre, non? C'est un gars très connu. Donc tu te dis, juste pour que tu saches, cette fille, Laetitia, parle de toi. Et Darius lui répond, oh Laetitia, c'est une copine de mon ex. Elle est canon, non? Elle est brûlante comme des braises, apparemment, c'est ce qu'il a dit. Il a exactement dit, elle est brûlante comme des braises. Et ensuite, il encourage le jeune de 17 ans à tenter sa chance. Il lui dit, tu devrais essayer avec Laetitia, qui est en réalité Darius en secret. Ils commencent alors à discuter, pendant plus d'1 an. Donc il parle à Darius Rochepine, mais il parle aussi à Laetitia, qui est aussi Darius Rochepine. Je ris parce que c'est complètement fou. Ce qui se passe ensuite, c'est que Darius Rochepine, selon Samuel, s'intéresse de plus en plus à la vie de Samuel. Il propose à Samuel de venir le voir en coulisses à la RTS parce qu'il est un grand présentateur et lui promet de lui donner des conseils professionnels. Samuel raconte à cette publication que Darius, je cite, a instauré une forme de camaraderie entre nous. Il a adopté le langage d'un ami. Il me donnait des conseils pour draguer. D'accord. Pour draguer, vraisemblablement, Laetitia. En même temps, Laetitia, dont ce pauvre adolescent ignore totalement qu'il s'agit aussi de Darius, suggère à Samuel qu'il devrait commencer à répandre des rumeurs sur Darius. Donc Darius, faisant semblant d'être Laetitia, dit à ce jeune Samuel qu'il devrait répandre des rumeurs sur Darius, en particulier à propos du pénis de Darius. Et il s'efforce par tous les moyens de découvrir, encore une fois, en se faisant passer pour Laetitia, quelle est la taille du pénis de Samuel. Troublant, je sais, mais Samuel ne lâche jamais l'affaire. Et avec le temps, Samuel devient méfiant et commence à douter que Laetitia soit une vraie personne. Et Laetitia continue de l'inonder de messages. Alors il se tourne vers Darius, qu'il pense être son ami, et lui confie ses doutes. Il lui dit « Écoute, je te connais, Laetitia. Tu dis que c'est ton ex, mais je ne pense pas que ce soit une vraie personne. Et elle me demande de répandre ces rumeurs sur toi. » Alors, le présentateur, Darius, le vrai Darius, rassure immédiatement les étudiants de la fac en disant « Non, en fait, elle existe, mais elle est instrumentalisée par mon ex. » Donc, tu peux continuer à communiquer avec elle pendant qu'elle parle de mes petites parties et t'encourage à dire des choses sur mes petites parties. C'est comme s'il participait à un rituel d'humiliation de lui-même. Je ne sais pas comment le dire autrement. Bref, malgré les assurances de Darius, Samuel est sain d'esprit et décide qu'il ne répondra pas à Laetitia ni à aucune de ses demandes. Et j'imagine juste ce gamin.
qui réalise que ces deux comptes étaient en fait contrôlés par Darius, un présentateur qu'il pense être une grande célébrité qui essaie simplement de l'aider. Et pour être clair, ce n'est qu'un exemple, d'accord, dont j'ai le temps de vous parler. Il y a eu une explosion de témoignages. De nombreuses personnes se sont manifestées, des employés, des femmes, des hommes, certains affirmant avoir eu des relations sexuelles avec lui. L'article complet est à lire absolument, d'accord? Parce que c'est une sorte de fantasme étrange, celui de prétendre être un jeune étudiant à l'université. Et ils expliquent vraiment en détail dans l'article comment il a fait ça à de nombreuses reprises. En fait, je veux vous lire un passage de cet article. Il est écrit, je cite, « Le processus mis en place par Darius Rochman obéit à un système précis, tant dans l'approche que dans le choix des personnes ciblées. Ce sont, pour la plupart, de jeunes étudiants, des journalistes, stagiaires ou des personnes engagées en politique, des individus qui, un jour ou l'autre, pourraient avoir besoin des médias et qui, à première vue, ont toutes les raisons d'être flattés que Darius Rochman s'intéresse à eux. Les conversations avec l'animateur mènent régulièrement à des invitations à visiter les locaux de la RTS, voire à prendre la parole. Sur le plateau de Newsread, le premier contact survient souvent après un premier événement ou un débat étudiant auquel Darius Rochman participe en tant qu'invité de marque. La plupart du temps, les internautes contactés pensent qu'ils s'adressent à deux personnes distinctes, Darius Rochman et une jeune étudiante, soit Laetitia Crower, l'une de ses identités, soit Léa Magnin. Ils ne savent pas que l'animateur mène en réalité ces deux discussions en même temps. Systématiquement, le présentateur vedette, déguisé en ces jeunes femmes, invite son interlocuteur à répandre des rumeurs à son propre sujet. Citation, et il cite ici un message présumé. « Tu sais que Darius a une mini-bite ?» Le mini-kiki ne dépasse pas la taille de sa main en pleine action. C'est un dé à coudre et il insiste sur la nécessité d'en parler. Les gars. Les gars, d'abord, c'est quoi un kiki? D'accord. Séparément, il répand littéralement des rumeurs sur ses propres parties, essayant d'amener des adolescents à dire ces choses publiquement à propos de ses parties. Et il fait simultanément semblant d'être ces femmes, tout en étant lui-même, comme une sorte de double personnalité. Je veux dire, c'est juste, non? Dire que c'est comme une double personnalité, un peu comme si tu incarnais cette femme. Mais aussi ce présentateur homme, et que tu essayes d'amener ces gens à t'humilier publiquement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire ce qui s'est passé ensuite. Comme je l'ai dit, ça a été une explosion. Beaucoup de personnes sont venues témoigner, certaines disant qu'il les avait tripotés, certains hommes disant « j'ai couché avec lui », ce genre de schéma. Vous pouvez lire cet article. Nous mettrons le lien dans les commentaires. Donc tout cela, c'est vraiment produit, pour être clair. En 2020, tout a explosé, d'accord? Il quitte alors RTS au début de 2020. Et puis, à la fin de 2020, c'est là que l'affaire éclate vraiment. En décembre de cette même année, il porte plainte contre la publication pour diffamation. Son avocat déclare qu'il nie fermement s'être livré à des actes pénalement répréhensibles. Mais ensuite, apparemment, ce n'était qu'un peu de communication, car quelques mois plus tard, en 2021, il retire la plainte de façon assez mystérieuse. Et son avocat présente la situation au public comme s'ils étaient parvenus à un accord du genre « Oh, nous avons résolu cela avec l'actionnaire du groupe médiatique ». Mais il ne pouvait pas dire comment cela avait été résolu. Il a invoqué la confidentialité en mode « Oh, on a réglé ça, mais c'est un accord confidentiel », ce genre de choses. En gros, on ne peut pas vraiment en dire plus. Mais la publication, non, ils ont répliqué. D'accord, dans un communiqué, ils ont clairement indiqué que non seulement ils maintiennent leur reportage, mais qu'ils n'ont jamais retiré, présenté d'excuses ou publié une quelconque rétractation ou correction. En fait, c'est même tout le contraire. Ils ont décerné aux journalistes le prix de la presse de l'année. D'accord. Voici leur déclaration. Elle dit « Le temps, c'est la publication. Prend acte du retrait de la plainte de Darius Rochman suite à l'article. » Ils ont intitulé l'article « Darius Rochman et la loi du silence ». Le temps n'est pas partie prenante à l'accord relayé par les médias et n'en connaît pas le contenu. Il en va de même pour son propriétaire, la fondation Avetinas. L'article en question reste inchangé. La Temps rappelle que la qualité de ce travail journalistique a été récompensée par 2 prix de la presse suisse. Fin de la déclaration. Rien de tout cela ne posait de problème à Franz. Zéro.
Impossible de lire cet article, étant donné ce fantasme étrange de vouloir se présenter comme une femme, une jeune étudiante, mais aussi comme Darius. Roche souhaitait que cette personne t'humilie. La France a dit, vous savez quoi? Ce CV nous plaît. Ça fonctionne effectivement pour nous. Non seulement cela convenait à la France, mais cela ne lui convenait même pas. Ils n'ont même pas pris le temps de s'arrêter et de réfléchir à la question de savoir si cet individu ne devrait peut-être pas être interdit d'accès au président de la France, n'est-ce pas? Au lieu de cela, ils l'ont mis dans un jet. C'était l'autre jour. Voilà Darius Rochebine avec le président de la France, avec Emmanuel Macron, en train de voler ici, en Amérique, où le président de la France vient tout juste de déposer une plainte contre un journaliste, l'accusant de diffamation. Il n'y a aucune perversion sexuelle ici en France. Vous ne me croyez pas? Écoutez-moi me confier à ce journaliste qui vient justement d'être accusé de perversion sexuelle en Suisse il y a 5 ans. C'est la personne idéale avec qui me faire photographier pour montrer au monde entier que je suis totalement irréprochable. Comment est-ce possible? C'est exaspérant. Ça l'aide vraiment, c'est fou. Je me demande même s'il n'y a pas une part de fétichisme là-dedans pour eux. C'est comme de l'exhibitionnisme. Vous voulez qu'on le sache, genre, haha, c'est drôle. Vous voyez ce qu'on fait ici? On s'assoit avec ce type et on parle du fait que nous ne sommes pas des pervers sexuels et qu'on va aller au fond de la vérité ici. Et oui, faites-nous juste confiance. Faites-nous juste confiance. C'est comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, ça devient de plus en plus fou. Et maintenant que nous avons pu contacter tant de personnes et obtenir plus d'informations, je suis désolée de vous dire ça, mais soyez enthousiastes car nous sommes maintenant prêts à commencer la saison 2 de Devenir Brigitte. Je pense que c'est maintenant le bon moment. Il se passe tellement de choses en ce moment. Et aussi parce que vous savez qu'une partie de leur dépôt de plainte était destinée à m'intimider, à essayer de me faire taire. Et je ne vais pas me laisser intimider. Je ne vais pas me laisser réduire au silence. Je ne vais pas avoir peur de pervers qui détiennent le pouvoir. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est de la presse. En fait, je suis écœurée par la presse qui ne fait pas son travail et ne se rend pas compte de ce qui se passe ici, de l'ampleur de cette affaire, de l'étendue de tout cela, et que la presse puisse continuer à collaborer pour dissimuler ses traces. Je suppose que cela a parfaitement du sens quand on s'intéresse à une histoire comme celle de Darius Rochebine et qu'on se rend compte que cet homme, eh bien, il a quasiment reçu une promotion. Il voyage maintenant avec le président de la France. Pouvez-vous imaginer être l'adolescent, d'ailleurs, qui a eu le courage de parler? Tous les nombreux adolescents qui se sont manifestés ont parlé de ce qui se passait. Et maintenant, tu vois, cette personne qui t'a troublé, qui te posait des questions, du moins, selon les allégations dans le temps, te posait des questions sur des parties de ton corps. Tu le vois maintenant voyager avec le président de la France. Qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde? Sincèrement, quoi? Essayons-ils d'envoyer un message au reste du monde? Je pense que c'est « ha ha ha, nanana boubou ». Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire. L'information, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Et la série Becoming Brigitte va révéler d'autres informations explosives. Mais comme nous recevons énormément de témoignages de personnes qui nous en disent plus, nous avons décidé que la semaine prochaine, nous allons faire une pause pour préparer la saison. Donc la semaine prochaine, nous serons hors antenne, mais nous reviendrons la semaine suivante. Nous aurons tout de même un épisode demain, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je voulais juste vous prévenir à l'avance. Et évidemment, il faudra rester à l'écoute car l'histoire devient de plus en plus folle chaque jour. Je sais que vous êtes ravis que nous relancions Becoming Brigitte. Nous ferons aussi revenir Xavier Pissard. Bon, avant de passer à cette prochaine histoire, qui est vraiment fascinante, Megyn Kelly, j'adore ça. Je veux dire, c'est comme si je savais déjà ce qui va se passer ensuite, mais j'adore savoir ce qui va se passer ensuite. Et quand cela arrivera, quand l'inévitable se produira, évidemment, nous devrons défendre Megyn Kelly. Avant d'en arriver là, il y a certains de nos sponsors. Tout d'abord, Riverbend Ranch. Je sais qu'ils sponsorisent aussi son émission. J'ai beaucoup parlé de Riverbend Ranch parce que j'adore leur steak. Le bœuf Black Angus est réputé pour sa saveur exceptionnelle, mais Riverbend Ranch l'a porté à un tout autre niveau. Au cours des 35 dernières années, le ranch Riverbend a constitué un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie des ultrasons pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs. Privilégiant la saveur et la tendreté, Riverbend Ranch fournit chaque année environ 850 taureaux Angus noirs d'élite, contenant ces gènes spéciaux à plus de 260 États de l'Ouest américain. Ranch.
Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux sans hormones de croissance ni antibiotiques, et c'est vraiment important. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite retournent au ranch Riverbend pour passer l'été suivant dans les luxuriants pâturages de montagne. Ainsi, en achetant chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cow-boys et leurs familles qui travaillent au ranch, mais aussi plus de 200 autres personnes et 60 autres ranchs américains, ainsi que les centaines de familles américaines qui travaillent dans ces ranchs, ce qui est tellement important. Elle naît ici, aux États-Unis. Elle est élevée ici, aux États-Unis, et elle est transformée ici même, aux États-Unis. Leur viande est affinée à la perfection pendant 21 jours et expédiée directement de leur ranch à votre domicile. Ce n'est pas du bœuf Angus noir ordinaire. C'est une viande plus savoureuse et tendre que le meilleur bœuf Angus goûté. Je vous assure, après y avoir goûté, vous ne pourrez plus arrêter d'en commander. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Je vous le promets. Allez sur riverbendranch.com, entrez le code promo Candice pour 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous allez être impressionné. Rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice au paiement. Pour American Financing, si vous vivez à crédit pour payer courses, essence, factures, vous savez que ces taux sont terribles. Pourquoi continuer à payer 20% ou plus aux banques alors que vous pourriez appeler mes amis chez American Financing? Ils proposent des taux hypothécaires autour de 5% et montrent chaque jour comment garder plus d'argent. Gardez cet argent dans votre poche, hors de portée des sociétés de cartes de crédit. Actuellement, American Financing aide les propriétaires à économiser en moyenne 800 $ par mois en utilisant la valeur nette de leur maison pour effacer des dettes à taux élevés, sans frais initiaux, sans engagement et avec un appel de 10 minutes à un conseiller hypothécaire salarié. Voici le meilleur. En commençant aujourd'hui, vous pouvez reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnera plus d'argent immédiatement. Alors n'attendez pas. Appelez American Financing maintenant au 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, les amis. Pour citer Dave Smith, en fait, parce qu'il a tweeté quelque chose, et je vais le paraphraser, probablement très mal d'ailleurs. Mais Dave Smith parlait essentiellement du schéma de personnes qui, tout au long de leur carrière, sont généralement pro-Israël. Elles n'ont aucun problème avec Israël. Elles n'ont rien fait qui pourrait indiquer qu'elles avaient des problèmes avec Israël. Quelqu'un comme moi, vous voyez, qui travaille pour Prageru, littéralement une organisation sioniste. Marissa, qui est la PDG, a été dans les forces de défense israéliennes. Elle a servi dans les IDF. Aucun problème avec Israël, évidemment. Et puis soudain, il critique Israël sur un tout petit point. Et là, c'est comme « Oh mon Dieu, les loups se jettent sur eux ». On les accuse d'antisémitisme. Leur vie est détruite. On leur dit « Ne fais pas ça ou on te détruira ». C'est un peu implicite. Enfin, une question. Si tu poses juste une seule mauvaise question, soudain, on a l'impression qu'une meute surgit et te dit « Tu es sûr de vouloir aller dans cette direction? Tu es sûr de vouloir faire ça? Nous allons simplement te nuire et anéantir chaque aspect de ta vie. » Je suis passée par là l'année dernière. J'y ai survécu. Eh bien, Megyn Kelly commet le crime qu'il t'était interdit de commettre. C'est indicible. Je n'arrive pas à croire qu'elle va le faire. Elle pose simplement des questions. Non, Megyn, non! Ne le faites pas. Si vous voulez des choses, regardez-moi, Megyn Kelly. Si vous voulez que les choses restent les mêmes, si vous voulez nourrir vos enfants, n'osez pas simplement F. Posez des questions sur Israël. Et si vous ressentez de la pression, ne parlez pas de cette pression que vous ressentez, parce que le pire type d'antisémitisme, c'est de remarquer que nous vous mettons la pression et que vous avez l'impression que toute votre vie est menacée en ce moment et que vous ne savez pas pourquoi. Ouais, signé Bibi Netanyahou, votre plus grand allié et ami. Bon, écoutez Megyn Kelly. Elle a reçu Marjorie Taylor Greene dans son émission et elles ne font que poser des questions. Écoutez. Je n'ai absolument aucun intérêt à défendre un groupe de lobbyistes, y compris l'AIPAC. Donc, J'aimerais vraiment savoir ce qu'ils font pour obtenir la loyauté des politiciens, parce que je dois dire que j'ai reçu de multiples sollicitations, à la fois de la part d'amis et de personnes influentes à Washington, me suppliant d'aller en Israël avec eux. Et j'ai dit non à chaque fois. D'habitude, je suis juste trop occupée. J'ai 3 enfants. J'ai un travail à temps plein. bien sûr, Je ne le fais pas. Mais dernièrement, il semble que ce soit encore plus le cas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui s'inquiètent de me perdre. oui, Et j'ai dit que vous ne me perdez pas. Je ne suis pas du côté du Hamas. non, mon Dieu, non.
Personne n'est du côté du Hamas. Mais cela fait un moment maintenant que ça dure. Oui, Et nous nous impliquons de plus en plus avec les bombardements iraniens et ainsi de suite. bien sûr. Et mes propres sentiments sont, tu sais, je regarde Israël d'une manière différente en ce moment que je ne le faisais le 8 octobre, ça c'est sûr, de 2023. Oui. Et je peux sentir la pression monter légèrement, comme si on n'avait pas le droit de... Tu n'as pas le droit. Et je vois des gens comme toi, comme Tucker, que je connais. Je connais Tucker, je le connais depuis des années. Et je t'ai vu au début de ta carrière. Je sais que tu n'as rien contre Israël, Oh mon Dieu, non. encore moins contre les Juifs. Tout ça, c'est un mensonge. Oui, Et je vois les attaques arriver. Tu n'as pas le droit. Comme si tu... Tu dois rester exactement sur ce nénuphar. Oui. Et tu ne peux pas sauter sur un autre nénuphar, Nénuphar. parce que ça pourrait t'emporter tout au bout de la rivière, loin d'ici. Alors, Je suis vraiment intéressée par cette dynamique. écoute, Meg, tu as deux choix, d'accord? Tu continues sur cette voie et tout sera fini pour toi. Nous contacterons tes sponsors. Nous demanderons à tous nos potes dans les médias de dire que tu es folle. Que tu as ressenti que l'incident n'a jamais été aussi grave. Je n'arrive pas à croire ça. Oh mon Dieu, je viens de survivre à un autre holocauste en écoutant Megyn Kelly. Mais ton autre option, c'est de prendre un vol pour la Pologne et de prendre une photo devant Auschwitz pour montrer que tu as compris la leçon ici à propos du fait de poser des questions. Tu pourrais aussi aller dans un musée de l'Holocauste. C'est acceptable. Si tu ne peux pas y aller, d'accord. Si tu ne peux pas aller en Israël, tu ne pourras probablement pas aller en Pologne non plus. Mais tu peux aussi trouver un musée de l'Holocauste local et prendre une photo devant, toi et tes enfants, pour montrer que tu comprends à quel point il était nuisible de poser des questions. Tu m'entends, Megan? Parce que nous sommes tes amis. Nous sommes tes alliés, Meg. Nous t'aimons, Meg, tellement que nous devons menacer toute ta vie pour te sauver. Pour te sauver. Je ne peux pas vous dire, les gars. Je sais la nuit où ils ont appuyé sur le bouton. Je sais comment ça marche, d'accord? C'est l'ADL en coulisses. Ils travaillent avec la gauche et la droite. Ne pensez pas que l'ADL est une publication de gauche. C'est comme s'ils contrôlaient tout un réseau, d'accord? Et je me souviens de la conversation. J'étais assise dans un avion. Je venais de passer dans l'émission de Tucker. C'était quoi, il y a 2 ans? J'ai fait l'émission de Tucker. Et on était assis là-bas, on discutait de tout ça. J'étais vraiment sur le point d'accoucher. C'était en novembre, en fait. Et je reçois un message d'une personne sioniste avec qui je suis amie depuis longtemps. Et ils ont littéralement écrit dans le message « Tu ne veux pas aller sur cette voie où je ne pourrai pas te protéger. » Et j'ai répondu « D'accord, je suis à 100% honnête ici, les gars. Je vous le jure, sur tout ce que j'aime, c'est ce qui s'est passé. » J'ai répondu et j'ai dit « Écoute, je ne suis pas une petite fille. Tu sais, je sais ce que je dis. Je sais ce que je crois. Et je veux dire que le lendemain, je me suis réveillée et je vous promets qu'un jour, je révélerai ces messages. Je vous le promets. » C'était comme si toute ma vie m'avait été arrachée. C'était comme si c'était le dernier avertissement comme « On peut te sauver. Nous sommes tes amis et tu es dehors. On t'aime. » Ne nous oblige pas à faire ça. Et puis le bouton a été pressé et ma vie était finie. Alors, Meg, c'est l'un ou l'autre. Tu as raison. On ne peut pas sauter sur un seul nénuphar. Donc, c'est juste poser une question d'ordre général. Si vous commencez à demander, par exemple, « Qu'est-ce que la Pâque ?» Cela pourrait justifier qu'il ruine votre vie entière. Alors, faites très attention, jeune fille. D'accord. Très prudemment. Par ailleurs, ce qui se passe est intéressant. Évidemment, j'ai déjà parlé de ça hier, de ce qui se passe à Vegas, de ce type. En voyage, il rencontre des responsables de la NSA, n'est-ce pas? C'est un Israélien et il travaille pour un réseau de cybersécurité. Et ce type, Tom Alexandrovitch, décide tout simplement qu'il va essayer de coucher avec un enfant et il l'attrape, ainsi que 8 autres, après qu'il ait rencontré des responsables de la NSA. Et pour une raison quelconque, dont ils vont nous expliquer la raison de sa libération, non seulement il est libéré et paie une caution de seulement 10 000 $, ce qui signifie en gros « je reviendrai ». Il prend ensuite l'avion et se rend en Israël. Maintenant, c'est comme un jeu de reproches mutuels. Mais il s'avère que c'est un peu intéressant que les États-Unis, le procureur de district du Nevada, est un ou, comme le dit Marc, le Nevada. Nous en débattions. Je dis Nevada. Je viens du Connecticut. Il dit Nevada. Mais elle est née en Israël. Ce n'est pas une blague. Elle est en fait née en Israël. Et je commence à poser des questions, et vous savez, j'ai déjà commis le péché de poser des questions. Parlons simplement de ce qu'est Las Vegas.
Une ville de vice, n'est-ce pas? On dit souvent que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et je me dis que peut-être ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas parce qu'on sait que c'est une ville où la prostitution est endémique. Ils encouragent les gens « Oh, c'est ici que vous voulez aller pour votre enterrement de vie de jeune fille juste avant de vous marier. » Et quand on pense à Vegas, une ville sur laquelle l'empire du jeu a été bâti, on pense forcément à Myriam et Sheldon Adelson. Sheldon Adelson qui a mis sur pied des complexes de jeux, a remporté des contrats pour des complexes de jeux partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Il possède le Sands, comme la Las Vegas Sands Corporation, et on commence vraiment à ne pas se sentir très à l'aise, étant donné qu'il apparaît à l'écran en train de dire à quel point il est loyal envers Israël, que son plus grand regret dans la vie est, vous savez, de ne pas avoir servi dans l'armée israélienne comme sa femme Myriam l'a fait. Et on commence à se dire, tout ce qui est introduit par les sionistes, n'est-ce pas, dans notre société, le jeu d'argent, un vice majeur. Devinez quoi? Ce n'est pas légal, d'accord? Ce qui n'est pas légal en Israël, où il a une loyauté indéfectible, je devrais parler au passé car Sheldon Adelson est récemment décédé, mais c'est illégal. Les machines à sous sont illégales en Israël. La pornographie hardcore, des lois ont été introduites, votées, on a mené des combats, convaincu les Américains que c'était une question de liberté d'expression, tout cela introduit par des personnes loyales à Israël. Et pourtant, miraculeusement, pendant très longtemps, la pornographie était interdite en Israël. Je crois qu'ils essayent encore de faire passer des règles pour l'interdire. En gros, il faut s'enregistrer si on veut accéder à la pornographie, comme écrire à sa compagnie de câble ou quelque chose comme ça. Scalar, on devrait afficher un article parce qu'ils vont dire que ce n'est pas vrai. Regarde, est-ce que la pornographie est légale en Israël? Donc, ce qu'ils offrent à d'autres pays comme des cadeaux, nous, ils n'en veulent pas dans leur propre pays. Pourquoi ça? Si c'est si amusant, si le jeu est si amusant et qu'ils se battent pour faire passer ces lois en Amérique, pourquoi ne pas se battre pour les faire passer chez eux? La liberté d'expression, la pornographie, le jeu, peu importe ce que c'est. Pourquoi ne pas garder exactement la même énergie quand il s'agit d'Israël? Je pense que si je devais deviner une raison, la raison pour laquelle on a l'impression, tu sais, que les questions qu'elle pose, on a l'impression qu'on ne peut rien dire de mal, qu'on ne peut pas commencer à poser des questions sur Israël. C'est parce qu'ils savent que ces vices sont utilisés pour nous contrôler. Vraiment, les gars, si vous regardez l'histoire de la pornographie, c'est indéniable parce qu'ils l'ont dit explicitement. C'est vrai, Al Goldstein a dit explicitement. Nous, les Juifs, aimons la pornographie parce que, vous savez, nous détestons les catholiques et nous détestons Jésus, et cela nous permet d'écraser l'Église. C'est une citation directe sur sa page Wikipédia, Al Goldstein. Une personne qui a eu un procès fédéral et s'est battue pour que les lois sur l'obscénité soient supprimées. Que se passe-t-il ici? Réveillez-vous, faites attention à ce qui se passe. Nous avons appris à l'école ce qu'est la pornographie. Je me souviens avoir appris cela. On nous disait que c'était sain de regarder de la pornographie. Maintenant, je repense à tout ça et je me demande, est-ce que c'était à l'époque où Robert Maxwell imprimait les manuels scolaires quand il s'est associé pour décider d'imprimer des manuels pour les élèves américains? Est-ce qu'on nous apprenait que ces vices étaient sains? Juste un peu de pornographie, c'est bon. C'est sain pour une relation sexuelle. On apprenait ça en cours d'éducation à la santé. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte à quel point c'est troublant, n'est-ce pas? Ils essaient de vous rendre accro à l'un de vos vices dès le plus jeune âge. Et que ce vice soit la drogue, la prostitution, le sexe, la pornographie, ils veulent vous faire croire que cette culture est normale, parce qu'ensuite, ils peuvent soumettre votre culture. Et c'est exactement ce qui semble se passer. Je le dis pour toi, Megyn Kelly. Honnêtement, je te dis où tu finiras quand tu commenceras à ressentir cette pression. Et oui, d'ailleurs, j'aimerais confirmer ce qu'elle dit, parce que, évidemment, j'ai encore beaucoup d'amis sionistes, des gens qui soutiennent encore Israël. Je ne sais pas pourquoi ils soutiennent Israël. Je trouve ça fou. Mais ils m'ont dit qu'ils proposent, c'est de la folie en ce moment. Ils mènent une guerre, mais essaient de financer chaque pasteur, chaque influenceur, chaque animateur radio pour un voyage tous frais payés en Israël. Venez voir. Nous vous aimons. Nous avons besoin de plus d'alliés. Pourquoi? Aussi, si on se demande pourquoi l'opération Mocking Pastor existe même, c'est parce qu'ils emmènent ces pasteurs en voyage en Israël, probablement pour les saouler, si je devais deviner. S'ils sont capables de mettre en place autant de chantage aux États-Unis, ne pensez-vous pas qu'ils ont tout verrouillé en Israël? Vous ne pensez pas qu'ils les emmènent passer une soirée amusante à boire avec ces pasteurs du Sud et qu'ensuite ils les possèdent?
Je ne sais pas. Je ne fais, encore une fois, que poser des questions et formuler des suppositions. Mais, compte tenu de tout ce que je sais, je ne souhaiterais pas partir en voyage tout frais payé en Israël en ce moment. Et j'ai parcouru un long chemin depuis l'époque où je soutenais réellement le sionisme. En fait, je déteste la personne que j'étais avant, en sachant ce que je soutenais sans le vouloir. Et j'étais tellement ignorant sur ces sujets. Mais j'espère que j'en fais assez ici avec ma plateforme pour vous expliquer comment tout cela fonctionne là-bas parce que c'est complètement et totalement ridicule. Au fait, en parlant de ça, ce TikToker, ce ne sont que des souvenirs sombres qui s'empilent les uns sur les autres. Vous vous souvenez de ces jouets, de ces kiosques, n'est-ce pas, qui étaient dans les centres commerciaux? Et ils avaient tous ces petits jouets amusants. Je me souviens particulièrement de celui que je vais vous montrer. C'était comme un hélicoptère et il s'envolait. Mon frère en avait sûrement un de ceux-là. Je crois qu'on en avait quelques-uns à la maison. Toujours ces kiosques dans le centre commercial. Eh bien, quand le 11 septembre est arrivé, apparemment, il y a eu tout un scandale dont probablement personne ne se souvient. À propos de ces kiosques et d'un réseau entier qui a été dévoilé. Wally Rashid, influenceur sur TikTok et Instagram, revient en détail sur ce qui s'est passé. Et bien sûr, Israël était impliqué. Écoutez. Assad utilise le centre commercial kiosque dans les sociétés écrans américaines lors d'opérations de renseignement. Oui, c'est ça. L'avocate Jessica Alabert, retrouvée morte après avoir découvert que des Israéliens étaient entrés illégalement aux États-Unis et travaillaient dans des kiosques. Si vous vivez aux États-Unis, vous vous souvenez peut-être avoir vu les kiosques à jouets Zoomcopter dans les centres commerciaux de tout le pays au début des années 2000. Voici une vidéo de l'un d'eux. Si vous avez entre 20 et 30 ans, vous vous souvenez peut-être d'avoir vu ces gars-là quand vous étiez enfant. Ils avaient toujours un fort accent israélien et ils le laissaient échapper sans retenue. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que les bornes Zoomcopter, notamment dans les centres commerciaux de la côte Est aux alentours du 11 septembre, étaient en réalité des sociétés écrans pour des opérations de renseignement israéliennes. Renard. La chaîne d'information a d'ailleurs mené une enquête en 4 parties sur ce sujet au début des années 2000. Ils ont fini par la retirer, mais je vais en passer un extrait dans un instant. Voici également un document du FBI déclassifié concernant ce rapport. De nombreux documents classifiés de Fox News indiquent que même avant le 11 septembre, jusqu'à 140 autres Israéliens avaient été détenus ou arrêtés dans le cadre d'une enquête secrète et tentaculaire sur des soupçons d'espionnage israélien aux États-Unis. Une autre partie de l'enquête a conduit à la détention et à l'arrestation de dizaines d'Israéliens dans des kiosques de centres commerciaux américains où ils vendaient des jouets appelés Puzzle Car et Zoomcopter. Les enquêteurs soupçonnent une couverture. Peu de temps après que le New York Times et le Washington Post ont rapporté les détentions d'Israéliens le mois dernier, les chariots ont commencé à disparaître. La page web de Zoomcopter indique « Nous sommes conscients de la situation causée par la fermeture de milliers de chariots de centres commerciaux à la dernière minute. Cela ne reflète en rien la qualité du jouet ou de sa capacité à se vendre. Le problème réside dans les politiques commerciales de l'opérateur. » Les documents indiquent qu'ils ont ciblé et infiltré des bases militaires. La Drug Enforcement Administration, le Federal Bureau of Investigations, des dizaines d'installations gouvernementales et même des bureaux secrets ainsi que des domiciles privés non répertoriés de membres des forces de l'ordre et du renseignement. La majorité des personnes interrogées, je cite, ont déclaré avoir servi dans le renseignement militaire, l'interception de surveillance électronique et ou des unités de déminage. L'enquête du General Accounting Office a désigné Israël comme le pays A et a déclaré, selon l'agence de renseignement américaine, que le gouvernement du pays A mène l'opération d'espionnage la plus agressive contre les États-Unis de tous les alliés des États-Unis. Alliés. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire si vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Non seulement vous ne devriez pas aller à Vegas, d'accord? Oubliez votre enterrement de vie de garçon ou de jeune fille. Je ne ferai peut-être même pas confiance aux stands dans les centres commerciaux ou autres, parce que ce genre de choses existe depuis longtemps. Ils ont tellement d'avance sur nous. C'est fou. C'est un réseau très sophistiqué. Et au fait, Wally Rashid, mec, il est allé beaucoup trop loin. S'il n'est pas dans un musée de l'Holocauste demain en train de prendre une photo, c'est fini. C'est fini pour ce gamin, mec. Parce que, vous savez, on n'a pas le droit de se pencher sur l'histoire et de remarquer une tendance. À chaque opération de chantage, Israël est d'une manière ou d'une autre impliqué. Au fait, pour être tout à fait complet, je devrais vous informer que les États-Unis, l'avocate, née en Israël, Sigal Chattah, du district du Nevada, je crois que je prononce bien son nom. Sigal, Sigal Chattah. Elle est ensuite sortie en disant « Oh, je n'arrive pas à y croire ».
Un procureur de district libéral et un juge de la Cour d'État du Nevada n'ont pas exigé qu'un présumé abuseur d'enfants rende son passeport, ce qui lui a permis de fuir notre pays. La procureure générale, Pam Bondi, vient de m'appeler et elle est indignée. Et elle a aussi appelé le directeur du FBI, Cash. L'individu qui a fui notre pays aurait dû se faire confisquer son passeport par les autorités de l'État. Il doit être immédiatement ramené pour faire face à la justice. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas confiance en cela. Ok, il y a plusieurs choses qui se passent ici. Tout d'abord, ils ont répondu comme la police l'a fait et ont dit « Je ne sais pas de quoi elle parle ». Elle sait quelles sont les règles. La caution est de 10 000 $. C'est ce que dit la loi ici. Nous avons suivi la loi. Et cette personne a ensuite été interrogée par un journaliste. Eh bien, avez-vous communiqué avec son bureau? Et il ne veut pas répondre. Il dit simplement qu'elle est autorisée à communiquer à la presse ce qu'elle veut. Il y a toujours cet élément de théâtre où je me dis « Je n'ai pas confiance en cela ». Comme « Oh mon Dieu », faire semblant d'être indigné par les dossiers Epstein ou faire semblant d'être choqué. Mais vous vous intéressez toujours à Epstein. Il y a toujours cet élément de théâtre, le culte du club de théâtre dont je vous parle sans cesse et que vous percevez. Donc elle fait semblant d'être choquée. La police répond en disant « De quoi parlez-vous ?» Mais ils ne veulent pas non plus dire clairement qu'ils ont eu une conversation avec elle. Donc, il y a bien eu une conversation. A-t-elle participé à s'assurer qu'il soit libéré? Et maintenant, elle joue la comédie. Pam Bondi fait toujours comme si elle ne pouvait rien faire. Vous savez, oh, Pam Bondi est choquée. C'est presque comme si elle donnait aussi un alibi à Pam Bondi. Parce que hier, j'ai tweeté et demandé à Pam Bondi si elle pouvait peut-être arrêter de défendre, vous savez, les étudiants juifs sur le campus, des étudiants masculins qui portent des t-shirts de l'IDF s'ils sont légèrement bousculés par une fille. Ce serait mieux qu'elle utilise sa plateforme pour parler de ce genre de choses. J'ai l'impression qu'elle essaie un peu de lui fournir une couverture, comme un alibi. Et puis, il y a Kash Patel. Vous pourriez faire quelque chose à ce sujet si vous le vouliez vraiment. Donc, faire semblant d'être indigné, ce n'est vraiment pas suffisant. D'accord. Pourquoi ne pas couper l'aide sociale à Israël et arrêter de leur envoyer de l'argent? Ce serait la première chose à faire. Et vous pourriez dire, rendez-nous tous les pédophiles, parce qu'il n'est ni le premier ni le dernier qu'ils protégeront en tant que politique. Et ensuite, nous envisagerons si oui ou non, nous vous donnerons de l'argent. Et puis, après que vous aurez renvoyé les pédophiles et que nous aurons réfléchi à la question de vous donner de l'argent, nous déciderons que non, vous vous débrouillerez seul. Je ne sais pas, ce serait ma suggestion. Mais apparemment, Pam Bondi a toujours les mains liées derrière le dos. Quand il s'agit de ce sujet, ce thème récurrent de la pédophilie et du gouvernement. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Avant vos commentaires, rappel. Tax Network USA. Si vous êtes stressé par des arriérés d'impôts, avez manqué la date limite d'avril ou que votre comptabilité est en désordre, n'attendez pas. L'IRS sévit. Les pénalités s'accumulent vite, 5% par mois, jusqu'à 25% pour non-déclaration. Mais il existe aussi des solutions. Tax Network USA peut vous soulager de ce fardeau et stopper la spirale avant qu'elle ne s'aggrave. Ils ont aidé beaucoup d'Américains, que vous soyez salarié, propriétaire d'une petite entreprise ou que vous n'ayez pas déclaré depuis des années. Ils ont tout vu et savent comment tout remettre en ordre. Avec un accès direct à de puissants programmes IRS, des négociateurs experts, Tax Network USA sait comment vous aider à gagner. Consultation gratuite et, si vous êtes éligible, ils pourront même réduire ou éliminer ce que vous devez. Ils vous aideront à protéger contre saisie sur salaire ou blocage bancaire. N'attendez pas lettre de l'IRS. Appelez 1800 958 000 ou allez sur tnusa.com/Candace. Vous avez peut-être manqué la date limite impôt, mais il vous reste des options. Laissez Tax Network USA vous aider en appelant le 1-800-958 000 ou en visitant tnusa.com/Candace. Je veux aussi vous rappeler Nimi Skincare, parce qu'en 2020, alors que tant de marques prenaient des positions politiques qui n'étaient pas en accord, elles ne voulaient pas s'aligner avec les conservateurs ni avec nos valeurs. J'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que je continue à les soutenir s'ils ne me soutiennent pas. Alors, j'ai examiné les produits que j'introduisais chez moi, en particulier les soins de la peau. C'est là que j'ai découvert Nimi Skincare. Ils partagent nos valeurs et leurs produits fonctionnent. Nimi appartient à des conservateurs, est fabriqué en Amérique et respecte des normes de propreté. Vous bénéficiez donc de soins de la peau sans compromis. L'une de mes routines de soins préférées avec Nimi est le Clean Transformation Trio. On commence avec le Pure Punch Protein Cleanser qui aide à enlever maquillage, crème solaire et impuretés sans agresser la peau, tout en la nourrissant grâce aux protéines et extraits botaniques. Ensuite, utilisez leur Crystal Clear Toner. Vous savez que j'adore ce toner à l'acide glycolique et hyaluronique pour lisser la texture, affiner les pores et offrir une hydratation profonde et durable.
Enfin, appliquez la Age Defying Antioxidant Moisturizer, votre bouclier quotidien grâce à ces antioxydants qui aident à lutter contre les ridules, les rides et le stress environnemental pour une peau plus ferme et lumineuse. Rendez-vous dès maintenant sur neemiskincare.com et utilisez le code CANDICE10 pour obtenir 10% de réduction sur votre commande. Avec Neemi, vous soutenez la foi, la famille, la liberté, tout en profitant de soins de la peau efficaces aux résultats anti-âge. Encore une fois, c'est neemiskincare.com. Utilisez le code CANDICE10. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous devez être impatient pour la saison 2 de Becoming Brigitte. Ce à quoi Emmanuel ne s'attendait pas du tout lorsqu'il a suivi le très mauvais conseil d'intenter ce procès, car maintenant tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Gohar écrit « Candace, je t'adore. Le Christ est roi. Continue de dire la vérité. Nous sommes là, derrière toi, à chaque étape. Je sais que vous me soutenez à chaque étape du chemin. Au fait, merci. C'était un très gros don, Gohar. Je sais que vous êtes avec nous, et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Évidemment, les médias ne sont pas avec nous. Évidemment, le gouvernement n'est pas avec nous. Ils nous détestent profondément. Parce que cela dure depuis si longtemps, ils ont tellement de pouvoir, et ils passent simplement à cette phase où ils essaient de nous faire douter de tout ça. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on prenne position. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse maintenant. Ceci est un message de Johanna. Je t'aime, Candice. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup, Johanna. Crikey écrit « McGraw-Hill Publishing a des ennuis ici en Floride pour avoir surfacturé de plusieurs millions. » DeSantis a pris la parole à leur sujet ainsi qu'à propos d'un autre éditeur. McGraw-Hill, au fait, je vous rappelle que c'était Robert Maxwell. Il allait essentiellement publier des manuels scolaires avant de disparaître. Ils disent qu'il flottait dans l'océan. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi croire en ce qui concerne Israël après qu'il ait volé la caisse de retraite. Donc, oui, il semble effectivement y avoir beaucoup d'irresponsabilité financière dès qu'il s'agit de tout ce qui intéressait Maxwell. C'est un éditeur de manuels scolaires ici, en Amérique. Skyler fait remarquer que la Floride poursuit l'éditeur de manuels scolaires, affirmant qu'ils ont surfacturé les écoles. Oui, comme je l'ai dit, ça colle. Gianna écrit « Salut, Candice! J'ai appris une chose grâce à toi, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à beaucoup de nos sources historiques. Envisagerais-tu un jour d'écrire un véritable livre d'histoire factuelle? Probablement pas. J'envisagerais peut-être de faire quelque chose de rapide qui te permettrait de connaître, tu sais, les plus gros mensonges qu'on te raconte, tu vois, comme un petit guide de poche, en quelque sorte, où tu pourrais simplement parcourir et je te dirais quelles sources tu devrais lire. Parce que je suis encore une étudiante, c'est pour ça que j'ai créé le club de lecture. Nous faire lire ces livres ensemble et rassembler toutes ces informations, ça m'étonne. Chaque semaine, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau sur la façon dont tout cela a été construit. Et donc, je ne suis pas encore prête à être l'enseignante. Je peux guider, vous savez, et dire que telle personne m'a appris ceci, telle autre m'a appris cela. Celle-ci a fait les recherches nécessaires sur ce sujet. Par exemple, Xavier Poussard avec la série Becoming Brigitte. Mais je ne voudrais pas dire que je suis prête à enseigner tout cela, à moins de sentir que je pourrais vraiment le faire. Ce que je sais, c'est qu'il faut absolument sortir nos enfants de ces systèmes scolaires, à 100%. Et si vous en avez la possibilité, ce que nous prévoyons de faire lorsque nos enfants auront l'âge d'aller à la maternelle, vous devriez faire l'école à la maison à vos enfants. Et si vous pensez ne pas en être capable, il y a de grandes chances que vous le soyez en réalité. Vous devrez peut-être faire quelques sacrifices dans votre mode de vie, mais vous pouvez probablement prendre cet engagement, car dès que vous les confiez à l'école et à l'État, leurs esprits seront déformés tout comme les nôtres l'ont été. Rien de ce qu'ils nous ont dit n'est réel. JSS Dev écrit « J'ai l'impression que le livre Libido, Dominandi, Sexual Liberation and Political Control par Michael Jones devrait figurer sur notre liste de lecture. J'ai fait toute une interview avec lui. Vous devriez regarder ça. C'est disponible sur notre site web. C'est aussi sur Spotify. Il figure sur la liste de l'ADL pour toutes les bonnes raisons. Comme je l'ai dit, on devrait lire cette liste et se dire « je devrais engager cette personne ». Et oui, il plonge profondément dans l'histoire de la pornographie, en remontant bien sûr jusqu'à la France, au marquis de Sade. Et il explique, et même la théologie qui sous-tend tout cela, comment ils ont toujours su que c'était une arme spirituelle. C'est un catholique pratiquant. Alors, si vous souhaitez une introduction, ou plutôt une introduction à la libido dominandi, qui, je crois, signifie en latin « dominer la libido », consultez cette interview. D. Mac écrit « Salut Candace, bisous d'Australie. Avez-vous lu l'article de Mike Borowski sur les 23 Français qui ont porté plainte contre Brigitte Macron?
Avez-vous également des nouvelles concernant votre procès contre notre grand maître de la visa suprême? Évidemment, nous sommes allés devant la Cour suprême d'Australie pour répondre à votre deuxième question. Et oui, nous attendons une décision. Donc, pour l'instant, c'est une question de patience. Nous respecterons évidemment la décision de la Cour suprême australienne, quelle qu'elle soit. Nous pensons que c'est une affaire très importante. Candace Owens contre le Commonwealth d'Australie contre Tony, j'ai oublié son nom de famille. Le type qui bannit les gens unilatéralement quand il en a envie. D'une manière ou d'une autre, il a le pouvoir de faire ça. Je prie pour une victoire, pas seulement pour moi, mais c'est une affaire plus large. Je prie pour une victoire pour les Australiens, évidemment. Je ne vois pas l'intérêt d'interdire quelqu'un de s'exprimer s'ils peuvent télécharger mon podcast. Nous verrons bien. Et concernant ta première question, l'article de Mike Borowski. En fait, non, je ne l'ai pas lu. Je vais certainement m'y intéresser. J'ai entendu dire que beaucoup de gens la poursuivaient potentiellement pour usurpation d'identité ou quelque chose comme ça, mais je ne savais pas si j'avais mal compris ce qui se disait sur X, donc je vais me renseigner là-dessus et je vous tiendrai au courant. Oh. Atlas VBM écrit « Salut Candace, peux-tu faire un petit coucou à ma petite sœur Valentina? Elle est ta fan numéro 1 en Autriche. Toute la famille te regarde grâce à elle et porte fièrement notre t-shirt « Homme de l'année ». Petite sœur Valentina, un grand coucou pour toi. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. J'adore quand vous m'écrivez dans les commentaires pour dire d'où vous me regardez, au fait. Ce n'est même pas mon petit plaisir coupable. C'est vraiment un plaisir de voir à quel point nous rassemblons autant de personnes et de constater que tous nos gouvernements ont été impliqués dans ce niveau de corruption tout en partageant des informations comme ces mamans détectives qui sont arrivées dans la boîte de réception, prêtes à agir. Nous allons dans l'Ohio. Nous allons obtenir les dossiers de la prison de Stanford. C'est le genre de choses qui se passe maintenant. Et à l'avenir, je pense qu'il faut vraiment développer cela, créer un véritable réseau entre nous où nous serions littéralement les agents dans le monde capables de communiquer les uns avec les autres et de rassembler des informations quand c'est nécessaire et quand on détecte qu'un politicien ment, ce qui est toujours le cas. Donc, vous savez, on sera très occupés, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Évidemment, nous ne devrions plus avoir aucune confiance en nos politiciens. Je pense qu'Epstein les a tous démasqués, mais je reste optimiste parce qu'à la fin, la vérité l'emporte. Le Christ est roi. Nicole Bloomberg écrit « Tu prononces vraiment mal Nevada. Je viens du Connecticut. » Tu ne vas rien m'apprendre ici, Nicole. Tu t'énerves. Je vais m'énerver contre Nicole. Elle écrit « Ça fait 8 ans que je débat de ça avec mon mari de la côte Est. Je viens de Vegas. Nous, on le prononce tous autrement. Je t'aime quand même. Je prie pour toi. » Non, Nicole. Tout d'abord, ton mari. A raison. Ton mari a tellement raison, c'est évident. Il dirige la maison comme il faut. Nous, les gens de la côte Est, on sait comment ça se prononce et c'est Nevada. Et c'est exact, évidemment, parce qu'on est en Nouvelle-Angleterre, tu comprends? C'est la langue anglaise. Nous sommes les nouveaux Anglais et nous savons comment prononcer ces choses-là. De la même façon, en vivant ici dans le Tennessee, il y a, et oh là là, les habitants du Tennessee vont vraiment m'en vouloir, mais je dois les pointer du doigt. Il y a une ville ici qui s'appelle Lebanon. Ouais, comme le Liban, comme le pays. Et ils nous disent que c'est Lebanon. Et si tu dis Lebanon, on va se moquer de toi ici. C'est Lebanon. Et je dis à Savannah, non, c'est Lebanon. Je dirai Lebanon, je ne dirai pas Lebanon. Ok, on peut faire sortir la fille du Connecticut, mais on ne peut pas enlever le Connecticut de la fille. Ok, le dialecte du Connecticut est là pour rester. Donc, pour être clair, c'est Lebanon et c'est Nevada. Affaire classée, on se voit demain.